BFM Business et la Tribune présentent le 18-19 d'Edwige Chevrillon. Bienvenue dans le 18-19. Mon premier invité, c'est Claude Blanchemaison. Il est ambassadeur de France, il a été ambassadeur en Inde et puis aussi en Russie. Bonsoir Claude Blanchemaison. Bonsoir. Merci d'être là. Beaucoup de questions à vous poser, évidemment sur l'Inde, parce qu'avec Emmanuel Macron qui est arrivé hier en Inde, qui a rencontré le Premier ministre Narendra Modi, c'était à Bombay, la capitale économique, où se déroule ce sommet de l'intelligence artificielle. On ira, du reste, on sera en ligne avec Bombay d'ici une dizaine de minutes. Et puis, il y a aussi cette question, bien sûr, de cette vente de Rafale. On a le sentiment que il y a une nouvelle alliance qui est en train de se créer entre la France et l'Inde, et aussi l'Europe et l'Inde, parce qu'un partenariat stratégique a été signé. Je recevais un chef d'entreprise qui disait ça ouvre un peu toutes les portes. Vous avez été ambassadeur en Inde, alors c'était il y a quelques années, mais comment est-ce que vous voyez ce partenariat stratégique ? Oui, en effet, un partenariat stratégique qui est qualifié depuis hier, je crois, de global et spécial, pour montrer que, et M. Modi, le Premier ministre indien, a dit que ce partenariat, désormais, n'avait plus de limite. Donc c'est en effet quelque chose de très particulier, qui a été commencé à l'époque où Jacques Chirac était président de la République, et où il m'avait nommé ambassadeur en Inde, et en effet, il avait décidé de faire de l'Inde le partenaire de la France en Asie, le partenaire stratégique de la France en Asie, et en tout cas dans l'océan Indien. Alors depuis, ça s'est beaucoup développé, parce qu'il y a eu des travaux communs menés par les services de renseignement, les services spéciaux, notamment contre le terrorisme, puis évidemment des échanges très nombreux entre les différentes branches de l'armée, la Navy, mais aussi l'aviation et l'armée de terre, des exercices communs. Et puis ça aboutit en effet à la vente de Rafale. Les premiers ont été livrés pendant le Covid. Ça, il y a eu François Hollande, Emmanuel Macron. Voilà. Et maintenant, il y a un coup d'accélérateur soudain, en effet, et vous l'avez dit, à la fois pour la France et pour l'Union européenne. C'est probablement aussi l'effet Trump, parce que l'Union européenne n'arrivait pas à venir à bout de son accord de libre-échange avec l'Inde, peut-être parce qu'il y avait aussi des irritants pour l'Inde dans cet accord, notamment en matière agricole. Et finalement, les coups de boutoir donnés par Donald Trump ont précipité les choses, parce que il est apparu évident qu'il fallait trouver des partenaires stratégiques, et pour l'Europe, pour la France, ça existait déjà depuis longtemps, mais pour l'Europe, il fallait que ce soit en effet l'Inde. Il n'y avait pas d'autre possibilité. Mais on voit quand même, puisque alors vous disiez que le top départ, enfin entre guillemets, ça a été donné avec Jacques Chirac, vous-même lorsque vous étiez en Inde, ça fait quand même une vingtaine d'années, ça veut dire... 28 ans. 28 ans même, vous voyez, j'ai essayé d'être poli, de faire... plus sérieusement, on voit que ça a été quand même difficile pour que ça se traduise en commande, notamment en commande évidemment de Rafale et d'autres, qu'il y ait des constructeurs automobiles qui aillent s'installer là-bas, parce que l'Inde commence juste quand même à s'ouvrir et à accepter qu'il y ait une production chez elle, mais aussi en dehors. Elle est en train de faire concurrence avec la Chine ? Oui, alors sur le plan de l'armement, évidemment, l'Inde, depuis son indépendance, dépendait très fortement de l'Union soviétique puis de la Russie. Oui. Et effectivement, il y a eu la volonté de diversifier progressivement les approvisionnements, et Modi a accéléré ce processus. Et diversifier, effectivement, ça pouvait être avec les Américains, mais comme vous le savez, les Américains gardent toujours la double clé sur l'armement qu'ils cèdent, notamment sur les F-35, alors que ce n'est pas le cas de la France. Et puis, dans le cas de la France, il y a une confiance qui s'est construite depuis ces 28 ans de travail en commun, et les Indiens ont confiance. Ils savent que la France ne jouera pas un jeu de double clé sur le matériel militaire qu'elle vendra. Mais justement, cette situation géopolitique que vous décrivez, Claude Blanchemaison, est-ce que c'est une opportunité incroyable pour l'Inde de devenir la puissance économique et politique? Jusqu'à présent, elle n'avait pas trouvé complètement sa place à la table des nations. Elle était un peu au fond, là, vous savez, comme le cousin de province.
Oui, enfin, il y avait quand même le dividende démographique, comme on dit, qui faisait que ce pays est devenu le pays qui a la population la plus nombreuse dans le monde, avec surtout une population jeune, beaucoup plus jeune que celle de la Chine, donc beaucoup plus dynamique. Alors c'est à double tranchant, parce que chaque année, évidemment, il y a beaucoup de jeunes, il y a des millions de jeunes qui arrivent sur le marché du travail. C'est compliqué pour leur trouver des emplois, même si plus de la moitié de l'économie indienne reste informelle. Donc par conséquent, ils trouvent des petits jobs et ils se débrouillent, mais il y a un problème en effet d'emploi pour les jeunes. Alors l'Inde a, comme vous le savez, d'excellentes écoles d'ingénieurs. Oui, au point qu'Emmanuel Macron a dit, mais il a dit aux ingénieurs indiens, venez en France. Voilà, absolument. C'est Nehru qui avait commencé à multiplier ces écoles d'ingénieurs. D'excellentes écoles aussi de business. Et moi, à l'époque où j'étais en Inde, il m'est arrivé d'aller dans des écoles, dans des business schools indiennes. Il m'est même arrivé de trouver des jeunes collègues d'HEC qui me disaient « c'est très difficile à suivre parce que le niveau en mathématiques est beaucoup plus élevé que chez nous ». Oui. Donc c'est pas rien, si vous voulez, il y a là un potentiel et effectivement il y a aussi des laboratoires de recherche en Inde, et lorsque à l'époque où j'étais en poste, Claude Allègre avait fait une grande visite en Inde qui avait duré presque une semaine, et il disait l'Inde est un grand pays scientifique et moi je veux faire un G12, 12 pays, les pays les plus développés dans le domaine scientifique, et il y avait évidemment l'Inde. Oui, mais c'est un peu justement l'objectif de ce sommet de l'intelligence artificielle qui se déroule en ce moment. Je rappelle qu'on sera en direct avec Benoît Ranini, qui est en direct de Bombay, qui nous expliquera un peu sur place comment ça s'est passé. Est-ce qu'on peut parler, parce que là pour l'instant Narendra Modi, il est là, il est bien en place, mais il va y avoir des élections. Est-ce qu'on peut parler d'une démocratie indienne ? Alors, c'est très difficile de parler d'une... Je vois que le diplomate est en train de reprendre le dessus. Voilà, dans vos propos, Claude Blanche-Maison. Je vais vous dire très simplement, ça ne peut pas être une démocratie comme la Suisse, évidemment, compte tenu du niveau de développement, de l'hétérogénéité des niveaux de développement dans la population, compte tenu de son histoire aussi. Après tout, l'Inde n'a été indépendante qu'en 1947. Donc, depuis 1947, elle a fait beaucoup de chemin. La constitution indienne a été écrite par en fait des Indiens qui avaient fait leurs études de droit en Grande-Bretagne, bien entendu, et qui avaient donc été aux bonnes écoles. Donc ils ont fait une constitution qui est un panachage des institutions britanniques et des institutions américaines. Et ça veut dire que, alors moi je répondrai simplement à votre question, est-ce que l'Inde est une démocratie? Je dirais oui, dans la mesure où le signe extérieur de la démocratie, c'est l'alternance au pouvoir. Et il y a une alternance au centre, et il y a une alternance dans chacun des 29 États qui constituent l'Union indienne. Et par conséquent, c'est pas du tout monolithique. Le BJP n'est pas au pouvoir. Est-ce que ce qui est important, notamment, pardon, on est sur BFM Business pour l'échelle d'entreprise, c'est la stabilité politique. C'est un peu ce qui fait défaut actuellement à la France. Est-ce que vous pourriez dire, oui, il y a une stabilité politique en Inde aujourd'hui? Oui, parce que cette constitution fonctionne assez bien au bout du compte. Les pères de la constitution, donc les avocats d'origine britannique, ont fait 3 colonnes. Les sujets de compétences fédérales, bien sûr les sujets régaliens, les sujets de compétences des États, il y en a 29 maintenant, et puis une grande zone grise qui est de compétences mixtes. Et c'est assez astucieux parce que ça oblige chacun des États à être en négociation permanente avec le centre. Et en effet, il y a d'une part des représentants du centre qui sont des gouverneurs, à côté des chief ministers élus, et puis il y a aussi les États qui désignent au centre des représentants un petit peu comme des préfets à l'envers qui représentent l'État à Delhi. D'accord. Donc négociation permanente. Et donc c'est très stable, à mon sens, et ça fonctionne assez bien. Claude Blanche-Maison, on va partir à Bombay, où nous attend Benoît Ranini, qui est le président de TNT Consultants, c'est un des meilleurs experts en intelligence artificielle. Bonsoir Benoît Ranini, merci d'être là. J'espère que l'intelligence artificielle va faire qu'on va pouvoir vous entendre. S'il fallait tirer les enseignements de ce sommet d'intelligence artificielle, pour vous c'est un sommet un de plus, ou alors vraiment il y a un basculement vers une nouvelle gouvernance de l'intelligence artificielle? Comment est-ce que vous avez perçu les choses? Alors, bonsoir Edwige. D'abord, je suis à Delhi. Ah, d'accord. C'était hier, c'était à Mumbai. Oui. Le sommet d'intelligence artificielle est à Delhi. Moi, ce que j'ai noté de ces 3 jours, en suivant la délégation du président Macron, c'est que d'une part, il y a un très fort renfort de la relation entre l'Inde et la France et l'Europe.
Mhm. Il y a plus de 1000 entreprises qui développent leur affaire maintenant en Inde. Et l'intelligence artificielle, effectivement, est un domaine où d'abord l'Inde est très à la pointe, comme la France. Et donc, on a des zones de collaboration et de travaux communs extrêmement intéressants. Et ça fait partie des sujets qui font que l'Inde, l'Europe et la France vont développer dans les prochaines années de plus en plus d'affaires ensemble. Et alors, les affaires, ça va être sur quoi? Au-delà des rafales, j'imagine que vous ne parlez pas forcément des rafales. Ça va être sur quoi? Autour de quoi? C'est-à-dire, qu'est-ce que va apporter l'Inde, dont on dit que c'est la nouvelle usine de la tech mondiale? Vous voyez, rentrons dans le concret. Alors, déjà, d'une part, l'Inde, c'est un énorme marché intérieur et qui va devenir de plus en plus grand. Donc ça, c'est un point important quand il y a une entreprise française ou européenne, se dire, il y a un marché dont le PIB va passer de 4 000 milliards à 7 000 milliards dans les 3 prochaines années, avec une classe moyenne de 400 millions d'habitants, pour vendre des produits français ou européens, c'est plutôt de bonne aloi. Deuxièmement, on parle beaucoup de la défense, parce que c'est vrai que c'est un pilier fort dans la relation Inde-France, mais il n'y a pas que ça. Les constructeurs automobiles, les avions de ligne, les tramways, les métros sont français. Oui. Et aujourd'hui, c'est un énorme potentiel. C'est ce que disait l'ambassadeur Claude Blanche-Maison qui est en plateau avec moi. Il y avait beaucoup de dirigeants politiques de haut niveau, puisqu'il y avait le président de la République française, mais il y avait aussi tous les géants de la tech qui étaient là, Sundar Pichai, Sam Altman, le patron d'NVIDIA, enfin bref, ils étaient tous là. C'est quand même assez révélateur, non, Benoît? D'une part, il faut quand même avoir en tête que l'Inde, c'est le pays qui produit le plus d'ingénieurs dans le monde. Oui, ce que vous disiez, monsieur l'ambassadeur. Oui. Faire de la tech sans ingénieurs, c'est pas possible. Deuxièmement, aujourd'hui, on voit qu'avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, on doit mettre en place des infrastructures plus ou moins souveraines, mais en tout cas de très grandes capacités. Donc aujourd'hui, il y a un énorme marché des data centers qui va s'ouvrir en Inde. Et qui dit un marché des data centers dit aussi un marché de l'énergie verte, parce qu'on ne produira pas de l'intelligence artificielle sans data center. On ne produira pas de data center sans énergie verte abondante et pas chère. Oui. Donc, vous n'avez pas complètement répondu à ma question, pardon. Il s'est passé vraiment quelque chose à ce sommet. C'était le 4e, parce que le 3e était, on s'en souvient, à Paris. Donc c'est une nouvelle gouvernance qui est en train de se dessiner, encore une fois? Aujourd'hui, pour moi, ce qui se passe dans ce sommet, parce qu'il n'est pas totalement terminé, c'est le fait que, d'une part, l'Inde va devenir une place forte de l'intelligence artificielle, avec des investissements colossaux issus de l'Europe, mais aussi des États-Unis. Il ne faut pas se cacher, il ne faut pas se voiler la face. Donc, l'Inde va devenir un géant de l'IA. Parce qu'ils ont des ressources, ils ont des ingénieurs, ils ont des investisseurs maintenant locaux et internationaux qui vont créer les infrastructures nécessaires. Et il y a aussi cet énorme marché domestique et export où on va mettre en place les infrastructures, l'IA, la data, les cas d'usage pour développer des nouveaux services. Oui. En fait, ce que ça veut dire, c'est que... Pardonnez-moi, c'est juste que l'Inde ne veut plus seulement être l'atelier numérique du monde, elle veut vraiment avoir un rôle actif, une conscience stratégique, comme disent quelqu'un, une troisième voie entre l'hyperpuissance américaine et la tentation hégémonique chinoise, ce que vous disiez, hein, monsieur l'ambassadeur Claude Blanche-Maison. Oui, Benoît? Oui, c'est tout à fait évident. Aujourd'hui, la stratégie du Premier ministre Modi, Make in India, c'est faire de l'Inde une alternative réelle et crédible du manufacturing chinois, en mettant en avant à la fois l'ingénierie, la tech indienne et l'IA indien. C'est-à-dire qu'on ne veut pas produire les produits d'hier, on veut produire les produits de demain. Et les produits de demain, ils seront embedded de technologie, embedded de logiciels. Et vu que l'Inde est embarqué, et vu que l'Inde est très fort là-dedans,
ça va leur donner un avantage concurrentiel. Ouais, très intéressant. Merci beaucoup, Benoît Ralini. J'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler quand vous serez de retour à Paris. Merci Avec beaucoup. plaisir. Bonne fin de sommet. Claude Blanchemaison, on voit bien quand même que derrière, c'est toute l'industrie indienne qui s'est mise en marche. Qui s'est mis en marche, et ce partenariat entre la France et l'Inde, en effet, maintenant, mise, comme ça vient d'être dit, vise les infrastructures, mais aussi, évidemment, tout ce qui touche à l'intelligence artificielle, puisque c'est l'avenir. Et l'Inde étant, comme la France, très attachée à l'autonomie stratégique, n'est pas hostile à une régulation de l'intelligence artificielle, alors que les Américains veulent que, naturellement, ce soit totalement non régulé. Et là aussi, c'est un point commun, parce qu'ils tiennent évidemment à leur autonomie stratégique, comme nous en sommes les avocats à l'intérieur de l'Europe, eh bien ça veut dire qu'on pourra aussi tomber d'accord sur des éléments de régulation de cette intelligence artificielle, ce qui est très important pour tous les secteurs dans lesquels elle va s'appliquer. Est-ce que l'Inde peut prendre la place de la Chine, qui aussi évolue beaucoup, parce que nous on a des images des usines un peu terribles, comme on a aussi les mêmes images dans la tête en Inde, hein, avec tout ce qui s'est passé, notamment, alors même si c'était au Bangladesh, c'est aussi souvent pas très loin de l'autre côté de la frontière. Mais l'Inde, en fait, quand on parle avec des chefs d'entreprise français qui ont investi là-bas, ils vous disent, mais les usines aujourd'hui, elles sont incroyablement modernes, l'intelligence artificielle est là, on le voit, l'innovation dans les voitures électriques, l'émergence dingue de BYD. Est-ce que l'Inde peut prendre quand même la place de la Chine un jour ou l'autre ? Alors, évidemment, la Chine a aujourd'hui une avance incontestable par rapport à l'Inde. Oui. Et puis, quand on décide quelque chose en Chine, tout est monolithique, puisque c'est le parti qui décide pour l'ensemble du pays, et il n'y a pas de discussion. L'Inde est, comme on le disait tout à l'heure, une démocratie. Et quand on construit des lignes de transport rapides, par exemple pour le chemin de fer, il faut négocier avec tous les gens qui sont sur le passage. Par conséquent, c'est plus compliqué. Et l'Inde a aussi la réputation d'être un marché compliqué, avec un héritage bureaucratique qui est assez important, et puis parce qu'il faut négocier avec les différents États dans lesquels on veut travailler. Donc je pense que, en effet, les Indiens se fixent comme objectif de rattraper un jour la Chine, mais bon, il y a encore une marge de progression importante. Oui. Et il nous reste moins de 5 minutes, Claude Blanchemaison. Je voudrais qu'on parle avec vous de cette réunion qui était très importante la fin de semaine dernière, cette conférence de Munich. Où il s'est dit pas mal de choses, parce que pendant que nous parlons, il y a une réunion à Genève entre les Russes et les Ukrainiens, et avec les Américains, et ça se passe, pour l'instant ça se passe mal, très mal, parce qu'évidemment ce qui est sur la table du côté des Russes, c'est les territoires qui ont été occupés, et du côté ukrainien, il y en est hors de question. Mais la tension est très forte, et de nouveau une pression américaine, de nouveau du côté, ils changent tout le temps de côté, du côté des Ukrainiens, en disant il faut que Zelensky trouve un accord. Qu'est-ce qui s'est dit à Munich? Qu'est-ce qui se dit là? Moi je pense que, peut-être contrairement à certains observateurs, j'oserais dire ce soir qu'il y a deux bonnes nouvelles quand même. Oui. La première, c'est que la conférence sur la négociation sur l'Ukraine a été rapatriée à Genève, c'est-à-dire en Europe, parce que c'est bien la sécurité européenne qui se joue dans cette affaire ukrainienne. Et puis deuxièmement, M. Wang Yi, le ministre chinois des Affaires étrangères, à Munich, à la conférence de Munich, dans son discours, il a dit mais sur l'Ukraine, évidemment, il ne pourra pas y avoir véritablement d'accord tant que les Européens ne seront pas à la table de négociation. Parce que c'est la sécurité en Europe qui se joue, il ne peut pas y avoir de décision. Et les décisions ne seraient pas appliquées par les Européens s'ils n'étaient pas partis à la négociation. Donc le Chinois a appelé les Européens à être partis à la négociation. Et M. Ischinger, qui est l'inventeur du forum de Munich, lui a posé ensuite une question. Monsieur le ministre, vous étiez il y a 4 ans, à la veille de l'invasion de l'Ukraine par les Russes, vous étiez là, dans le même fauteuil, à Munich. Et vous nous avez dit, il y a 4 ans, avant l'invasion, nous Chinois, on attache beaucoup d'importance au droit international, au respect du droit international, et bien sûr à la souveraineté nationale, ça bien sûr, mais aussi
à l'intégrité territoriale des États. Est-ce que vous pourriez répéter aujourd'hui, 4 ans après le début de la guerre, la même chose? Et le Chinois a répondu oui, et il a répété ses principes, en disant la Chine est attachée à ses grands principes. Est-ce qu'on peut aller, on va rappeler que ces conférences de Munich, c'est la conférence sur la sécurité mondiale. Est-ce qu'on peut se dire que c'est peut-être les Chinois qui ont la clé, puisque Trump, il n'a pas la clé, enfin, même si c'est lui qui fournit les armes, et puis l'argent. Mais on voit bien comme il fournit plus l'argent, c'est l'Europe maintenant, qui achète des armes américaines. Oui, absolument, et qui est devenu le premier fournisseur, vous avez raison. Enfin, bon, les Américains jouent quand même un rôle très important. Et est-ce que c'est les Chinois qui peuvent avoir la clé, ou alors c'est nous et les Chinois? Je pense que c'est nous et les Chinois. Je pense qu'en effet, on est au tout début d'une négociation qui va durer encore longtemps, probablement à Genève en effet, et que à un moment donné, il va apparaître que, il serait probablement logique que tous les membres permanents du Conseil de sécurité y soient, pas seulement les Russes et les Américains, qui prennent en étau l'Ukraine, qui est très faible, évidemment, dans cet étau entre les Russes et les Américains, qui sont d'accord sur un certain nombre de sujets pour écraser l'Ukraine et pour faire partir M. Zelensky. Donc, en effet, ça changerait un peu la donne si les Européens étaient là, et si les Chinois, en tant que ultime 5e membre permanent du Conseil de sécurité, y étaient aussi. Quand on dit les Européens, il faudra aussi ajouter, bien entendu, la Grande-Bretagne. C'est pas l'Europe institutionnelle, c'est aussi avec la Grande-Bretagne, et avec, bien sûr, la Turquie, puisque la Turquie est gardienne de la mer Noire. Est-ce que vous pensez que là, on a vu quand même les Ukrainiens reprendre des territoires occupés autour de Donetsk? Est-ce que l'équilibre, il est où aujourd'hui? C'est non seulement la résilience ukrainienne, mais c'est l'inventivité tactique et l'inventivité en termes d'armement des Ukrainiens. Je pense qu'il faudrait que nos écoles militaires se mettent à l'écoute de ce qui se passe en Ukraine. À mon avis, c'est ce qui se passe un peu. On voit déjà l'évolution sur les drones, vraiment la nouvelle guerre. Complètement nouvelle, une guerre des drones, et qu'ils ont été capables d'inventer des drones maritimes qui ont détruit un tiers de la flotte russe dans la mer Noire. Les Russes ne peuvent plus circuler en mer Noire sans être inquiétés. Et ça, c'est les Ukrainiens qui ont trouvé le moyen tout seuls, avec des armes fabriquées par eux et pas par des Américains qui auraient la double clé, pour arriver à ce résultat. Merci beaucoup. J'espère que vous reviendrez nous éclairer. Merci beaucoup Claude Blanche-Maison d'avoir été avec nous. Donc je rappelle, ambassadeur entre autres en Inde, en Russie, et vous avez publié justement fragments d'un parcours aventureux. J'allais dire amoureux forcément, non, d'un parcours aventureux. C'est publié chez les éditions Temporis. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.